George Sand, Conte d'une grand-mère. L'orgue du Titan. Un soir, l'improvisation musicale du vieux et illustre maître Angelin nous passionnait, comme de coutume, lorsqu'une corde de piano vint à se briser avec une vibration insignifiante pour nous, et qui produisit sur les nerfs surexcités de l'artiste l'effet d'un coup de foudre. Il recula brusquement sa chaise, frotta ses mains, comme si, chose impossible, la corde les eût cinglées, et laissa échapper ces étranges paroles. « Diable de titan ! Bah !» Sa modestie bien connue ne nous permettait pas de penser qu'il se comparât à un titan. Son émotion nous parut extraordinaire. Il nous dit que ce serait trop long à expliquer. « Ceci m'arrive quelquefois, nous dit-il, quand je joue le motif sur lequel je viens d'improviser. Un bruit imprévu me trouble, et il me semble que mes mains s'allongent. C'est une sensation douloureuse, et qui me reporte à un moment tragique, et pourtant heureux, dans mon existence. » Pressé de s'expliquer, il céda et nous raconta ce qui suit. « Vous savez que je suis de l'Auvergne, né dans une très pauvre condition, et que je n'ai pas connu mes parents. Je fus élevé par la charité publique, et recueilli par monsieur Jean Ciré, que l'on appelait par abréviation Maître Jean, professeur de musique et organiste de la cathédrale de Clermont. J'étais son élève en qualité d'enfant de chœur. En outre, il prétendait m'enseigner le solfège et le clavecin. C'était un homme terriblement bizarre que Maître Jean, un véritable type de musicien classique avec toutes les excentricités que l'on nous attribue, que quelques-uns de nous affectent encore, et qui chez lui était parfaitement naïve, par conséquent redoutable. Il n'était pas sans talent, bien que ce talent fût très au-dessous de l'importance qu'il lui attribuait. Il était bon musicien, avait des leçons en ville, et m'en donnait à moi-même à ses moments perdus, car j'étais plutôt son domestique que son élève, et je faisais mugir les soufflets de l'orgue plus souvent que je n'en essayais les touches. Ce délaissement ne m'empêchait pas d'aimer la musique et d'en rêver sans cesse. À tous autres égards, j'étais un véritable idiot, comme vous allez voir. Nous allions quelquefois à la campagne, soit pour rendre visite à des amis du maître, soit pour réparer les épinettes et clavecins de sa clientèle, car en ce temps-là, je vous parle du commencement du siècle, il y avait fort peu de pianos dans nos provinces, et le professeur organiste ne dédaignait pas les petits profits du luthier et de l'accordeur. Un jour, maître Jean me dit : « Petit, vous vous lèverez demain avec le jour. Vous ferez manger l'avoine à Bibi, vous lui mettrez la selle et le porte-manteau, et vous viendrez avec moi. Emportez vos souliers neufs et votre habit vert billard. Nous allons passer 2 jours de vacances chez mon frère, le curé de Chanturgue. » Bibi était un petit cheval maigre, mais vigoureux, qui avait l'habitude de porter maître Jean avec moi en groupe. Le curé de Chanturgue était un bon vivant et un excellent homme que j'avais vu quelquefois chez son frère. Quant à Chanturgue, c'était une paroisse éparpillée dans les montagnes et dont je n'avais non plus l'idée que si l'on m'eût parlé de quelques tribus perdues dans les déserts du Nouveau Monde. Il fallait être ponctuel avec maître Jean. À 3 heures du matin, j'étais debout. À 4, nous étions sur la route des montagnes. À midi, nous prenions quelques repos et nous déjeunions dans une petite maison d'auberge bien noire et bien froide, située à la limite d'un désert de bruyère et de lave. À 3 heures, nous repartions à travers ce désert. La route était si ennuyeuse que je m'endormis à plusieurs reprises. J'avais étudié très consciencieusement la manière de dormir en croupe sans que le maître s'en aperçût. Bibi ne portait pas seulement l'homme et l'enfant. Il avait encore à l'arrière-train, presque sur la queue, un porte-manteau étroit, assez élevé, une sorte de petite caisse en cuir où ballottaient pêle-mêle
les outils de maître Jean et ses nippes de rechange. C'est sur ce porte-manteau que je me calai, de manière qu'il ne sentit pas sur son dos l'alourdissement de ma personne et sur son épaule le balancement de ma tête. Il avait beau consulter le profil que nos ombres dessinaient sur les endroits aplanis du chemin ou sur les talus de rochers, j'avais étudié cela aussi, et j'avais une fois pour toutes adopté une pose en raccourci dont il ne pouvait saisir nettement l'intention. Quelquefois pourtant, il soupçonnait quelque chose, et m'allongeait sur les jambes un coup de sa cravache à pomme d'argent en disant « Attention, petit, on ne dort pas dans la montagne !» Comme nous traversions un pays plat, et que les précipices étaient encore loin, je crois que ce jour-là il dormit pour son compte. Je m'éveillai dans un lieu qui me parut sinistre. C'était encore un sol plat, couvert de bruyères et de buissons de sorbiers nains. De sombres collines tapissées de petits sapins s'élevaient sur ma droite et fuyaient derrière moi. À mes pieds, un petit lac, rond comme un verre de lunette, c'est vous dire que c'était un ancien cratère, reflétait un ciel bas et nuageux. L'eau, d'un gris bleuâtre, à pâles reflets métalliques, ressemblait à du plomb en fusion. Les berges unies de cet étang circulaire cachaient pourtant l'horizon, d'où l'on pouvait conclure que nous étions sur un plan très élevé. Mais je ne me rendis point compte et j'eus une sorte d'étonnement craintif en voyant les nuages ramper si près de nos têtes que, selon moi, le ciel menaçait de nous écraser. Maître Jean ne fit nulle attention à ma mélancolie. « Laisse brouter Bibi, me dit-il en mettant pied à terre. Il a besoin de souffler. Je ne suis pas sûr d'avoir suivi le bon chemin. Je vais voir. » Il s'éloigna et disparut dans les buissons. Bibi se mit à brouter les fines herbes et les jolis œillets sauvages qui foisonnaient avec 1000 autres fleurs dans ce pâturage inculte. Moi, j'essayais de me réchauffer en battant la semelle. Bien que nous fussions en plein été, l'air était glacé. Il me sembla que les recherches du maître duraient un siècle. Ce lieu désert devait servir de refuge à des bandes de loups, et malgré sa maigreur, Bibi eût fort bien pu les tenter. J'étais en ce temps-là plus maigre encore que lui. Je ne me sentis pourtant pas rassurée pour moi-même. Je trouvais le pays affreux, et ce que le maître appelait une partie de plaisir s'annonçait pour moi comme une expédition grosse de danger. Était-ce un pressentiment? Enfin il reparut, disant que c'était le bon chemin, et nous repartîmes au petit trot de Bibi, qui ne paraissait nullement démoralisé d'entrer dans la montagne. Aujourd'hui, de belles routes sillonnent ces sites sauvages, en partie cultivés déjà. Mais à l'époque où je les vis pour la première fois, les voies étroites, inclinées ou relevées dans tous les sens, allant au plus court, n'importe au prix de quels efforts, n'étaient point faciles à suivre. Elles n'étaient empierrées que par les écroulements fortuits des montagnes, et quand elles traversaient ces plaines disposées en terrasses, il arrivait que l'herbe recouvrait fréquemment les traces des petits trous de chariots et des pieds non ferrés des chevaux qui les traînaient. Quand nous eûmes descendu jusqu'aux rives déchirées d'un torrent d'hiver à sec pendant l'été, nous remontâmes rapidement, et en tournant le massif exposé au nord, nous nous retrouvâmes vers le midi dans un air pur et brillant. Le soleil sur son déclin enveloppait le paysage d'une splendeur extraordinaire, et ce paysage était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Le chemin tournant, tout bordé d'un buisson épais d'épis lobes roses, dominait un plan raviné, au flanc duquel surgissaient deux puissantes roches de basalte, d'aspect monumental, portant à leur cime des aspérités volcaniques qu'on eût pu prendre pour des ruines de forteresses. J'avais déjà vu les combinaisons prismatiques du basalte dans mes promenades autour de Clermont.
mais jamais avec cette régularité et dans cette proportion. Ce que l'une de ces roches avait d'ailleurs de particulier, c'est que les prismes étaient contournés en spirale et semblaient être l'ouvrage à la fois grandiose et coquet d'une race d'hommes gigantesques. Ces deux roches paraissaient d'où nous étions fort voisines l'une de l'autre, mais en réalité elles étaient séparées par un ravin à pic au fond duquel coulait une rivière. Telle qu'elle se présentait, elle servait de repoussoir à une gracieuse perspective de montagnes marbrées de prairies vertes comme l'émeraude et coupées de ressauts charmants formés de lignes rocheuses et de forêts. Dans tous les endroits adoucis, on saisissait au loin les chalets et les troupeaux de vaches, brillantes comme de fauves étincelles au reflet du couchant. Puis au bout de cette perspective, par-dessus l'abîme des vallées profondes noyées dans la lumière, l'horizon se relevait en dentelure bleue, et les monts dômes profilaient dans le ciel leurs pyramides tronquées, leurs ballons arrondis ou leurs masses isolées, droites comme des tours. La chaîne de montagnes où nous entrions avait des formes bien différentes, plus sauvages, et pourtant plus suaves. Les bois de hêtres jetés en pente rapide, avec leurs 1000 cascatelles aux frais murmures, les ravins à pic tout tapissés de plantes grimpantes, les grottes où le suintement des sources entretenait le revêtement épais des mousses veloutées, les gorges étroites, brusquement fermées à la vue par leurs coudes multipliés. Tout cela était bien plus alpestre et plus mystérieux que les lignes froides et nues des volcans de date plus récente. Depuis ce jour, j'ai revu l'entrée solennelle que les deux roches basaltiques placées à la limite du désert font à la chaîne du Mont d'Or. Et j'ai pu me rendre compte du vague éblouissement que j'en reçus quand je les vis pour la première fois. Personne ne m'avait encore appris en quoi consiste le beau dans la nature. Je le sentis pour ainsi dire physiquement, et comme j'avais mis pied à terre pour faciliter la montée au petit cheval, je restai immobile, oubliant de suivre le cavalier. Eh bien, me cria maître Jean, que faites-vous là-bas, imbécile ? Je me hâtai de le rejoindre et de lui demander le nom de l'endroit si drôle où nous étions. Apprenez, drôle vous-même, répondit-il, que cet endroit est un des plus extraordinaires et des plus effrayants que vous verrez jamais. Il n'a pas de nom que je sache, mais les deux pointes que vous voyez là, c'est la roche Sanadoire et la roche Tuilière. Allons, remontez et faites attention à vous. Nous avions tourné les roches, et devant nous s'ouvrait l'abîme vertigineux qui les sépare. De cela je ne fus point effrayé. J'avais gravi assez souvent les pyramides escarpées des monts Dômes pour ne pas connaître l'éblouissement de l'espace. Maître Jean, qui n'était pas né dans la montagne et qui n'était venu en Auvergne qu'à l'âge d'homme, était moins aguerri que moi. Je commençais, ce jour-là, à faire quelques réflexions sur les puissants accidents de la nature au milieu desquels j'avais grandi, sans m'en étonner. Et au bout d'un instant de silence, me retournant vers la roche Sanadoire, je demandai à mon maître qu'est-ce qui avait fait ces choses-là. C'est Dieu qui a fait toutes choses, répondit-il. Vous le savez bien. Je sais, mais pourquoi a-t-il fait des endroits qu'on dirait tout cassés, comme s'il avait voulu les défaire après les avoir faits? La question était fort embarrassante pour maître Jean, qui n'avait aucune notion des lois naturelles de géologie, et qui, comme la plupart des gens de ce temps-là, mettait encore en doute l'origine volcanique de l'Auvergne. Cependant, il ne lui convenait pas d'avouer son ignorance, car il avait la prétention d'être instruit et beau parleur. Il tourna donc la difficulté en se jetant dans la mythologie et me répondit emphatiquement. Ce que vous voyez là, c'est l'effort que firent les titans pour escalader le ciel. Les titans? Qu'est-ce que c'est que cela?
m'écriai-je, voyant qu'il était en humeur de déclamer. C'étaient, répondit-il, des géants effroyables qui prétendaient détrôner Jupiter et qui entassèrent roche sur roche, mont sur mont, pour arriver jusqu'à lui. Mais il les foudroya, et ces montagnes brisées, ces autres éventrées, ces abîmes, tout cela, c'est l'effet de la grande bataille. Est-ce qu'ils sont tous morts? Demandai-je. Qui ça? Les titans? Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Maître Jean ne put s'empêcher de rire de ma simplicité, et voulant s'en amuser, il répondit. Certainement, il en est resté quelques-uns. Bien méchants? Terrible! Est-ce que nous en verrons dans ces montagnes-ci? Hé, ça se pourrait bien. Est-ce qu'ils pourraient nous faire du mal? Peut-être. Mais si tu en rencontres, tu te dépêcheras d'ôter ton chapeau et de saluer bien bas. Qu'à cela ne tienne, répondis-je gaiement. Maître Jean crut que j'avais compris son ironie et songea à autre chose. Quant à moi, je n'étais point rassuré, et comme la nuit commençait à se faire, je jetai des regards méfiants sur toute roche ou sur tout gros arbre d'apparence suspecte, jusqu'à ce que me trouvant tout près, je pusse m'assurer qu'il n'y avait pas la forme humaine.